pensée vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qui nous envoient, qui sont là pour nous assister, pour nous aider. Dès qu'on se met en syntonie avec eux, ce contact s'établit et ils nous aident à trouver notre chemin vers le bonheur, vers l'évolution, à sentir dans notre conscience les lois de la nature, la bonne conscience, la mauvaise conscience, en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Et donc, pour essayer de maintenir cette syntonie avec ces bons guides, nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier un autre point de la philosophie spirit, en l'occurrence la loi du travail, que nous puissions bien comprendre ces lois naturelles, les mettre en pratique autour de nous, faire tout ce qu'on peut pour nous mettre en syntonie avec elles, et ainsi avancer, remonter degré après degré notre échelle évolutive. Et que ces lectures puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, esprits familiers, amis, ou même esprits qui cherchent à nous détourner du bien. Et rendant le bien pour le mal, nous demandons pour eux la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Amen. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, Bonjour, le soleil, ça ne va pas durer longtemps, il monte. Donc oui, depuis, on est déjà le 15 septembre, hein, c'est déjà la moitié du mois de septembre qui est parti. Bonjour Joël. Donc on a vu la loi du progrès, hein, tout évolue, hein, la loi de société, hein, l'homme est un animal social, c'est pas un ermite. Et aujourd'hui, on va voir la loi du travail, hein, la loi du travail qui nous permet déjà d'assurer et de subvenir à nos besoins d'ordre matériel, hein. Et ensuite, le travail nous permet également de réfléchir, d'apprendre, d'étudier, de concevoir et d'évoluer, quoi, et d'aider aussi notre environnement et nos prochains à évoluer. Voilà, donc les semaines qui viennent, on verra la loi de destruction, donc c'est une loi un peu qui peut paraître un peu contradictoire, hein. Et on verra de ce qu'il en est. La loi de conservation, qui est son penchant en termes d'équilibre. On verra la loi d'égalité, la loi de reproduction, et donc mi-octobre, on verra la loi de justice, d'amour et de charité. Voilà. Alors, la loi du travail. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de travailler? Ce serait bien si on pouvait rester sans travailler, hein. Même les esprits, hein, on se dit, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de travailler? Ils n'ont même plus besoin de subvenir à leurs besoins d'ordre matériel. Et pourtant, ils travaillent quand même, hein, pour gagner ce qu'ils appellent les bonus heures, hein. Et donc, voilà, servir en fait, hein, travailler, ça revient à servir, à aider, à apporter sa contribution à la société, etc. Mais ça nous permet aussi et surtout d'exercer, je dirais, nos capacités, d'exercer nos facultés, hein, et donc ainsi en acquérir d'autres et avancer également et aider les autres à avancer, hein. Rien ne se fait en fait sans travail. Donc on va justifier la nécessité du travail pour l'être humain, donc en particulier le cas des incarnés. On va expliquer comment on pourrait résoudre le problème de la misère sociale, parce qu'il y a quand même des gens aujourd'hui, et puis depuis la période industrielle, hein, depuis la fin du XVIIIe siècle, de temps en temps, il y a des, comment dire, il y a des crises, et il y a plein de gens qui voudraient travailler, mais qui ne peuvent pas, et puis qui, pendant longtemps, se sont retrouvés dans la misère, et encore aujourd'hui, malgré l'assistance sociale qui s'est quand même pas mal développée, il y a toujours encore des gens qui se trouvent dans des situations difficiles, qui ont du mal à joindre les deux bouts, et surtout dans certains pays où l'assistance sociale, elle est encore beaucoup plus défaillante que chez nous, hein.
Ensuite, on verra la limite du travail, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance à travailler un peu de trop, hein, ce qu'on appelle les workaholics, hein. Et donc, autant on a besoin de travailler, autant on a aussi besoin du repos. Voilà. OK. Alors, on est dans le livre des esprits toujours, hein, livre troisième, les lois morales. Et puis là, on est dans les questions 674 et voisines, où Kardec demande: la nécessité du travail est-elle une loi de nature, loi de la nature? Et les esprits répondent: le travail est une loi de nature, car par cela même, pardon, qu'il est une nécessité. Et la civilisation oblige l'homme à plus de travail parce qu'elle augmente ses besoins et ses jouissances. Donc, voilà la première réponse des esprits. Alors, c'est vrai que ben, on a des besoins, hein, comme je le disais, il faut qu'on s'alimente déjà, hein, pour subvenir aux besoins du corps. Ensuite, il faut qu'on s'abrite, hein. Là, par exemple, ce matin, il y avait 2 degrés ici, donc il faut bien se mettre à l'abri, se chauffer un peu. Quoi d'autre? Enfin, voilà, après, ben, on a besoin de se déplacer, donc on a besoin d'un véhicule. Donc là aussi, il faut qu'on travaille pour pouvoir acquérir ce véhicule. Donc on voit, alors je me souviens quand j'étais jeune, à l'époque de mes parents, hein, donc mon père, il était artisan, il avait une petite société, donc pour voir les clients, faire les livraisons et tout, il avait assez vite une voiture. Mais dans le quartier, il y a très peu de gens qui avaient une voiture, hein. Il y en a peut-être 1 sur 10, hein, et les autres n'en avaient pas, hein. Et puis quand il y avait une urgence ou quelque chose, par exemple, emmener enfin, voilà, et ben, les voisins, ils venaient sonner à la porte, quoi, pour demander si on pouvait, ou alors ils programmaient: est-ce que tel jour tu pourrais m'emmener à tel endroit? Ou alors, ben, c'était le bus, quoi, ou les taxis qui existaient déjà, hein. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil, hein, comme l'esprit le dit. Nos besoins ont augmenté, et puis aujourd'hui, bah, c'est peut-être même l'inverse, quoi. Il y a quand vous avez 3 personnes dans un foyer, ben, il y a 3 voitures, quoi, hein, ou peut-être même plus. Ici, moi, j'arrive à tenir, on est à 3 et on vit avec 2 voitures, mais bon, voilà, des fois, ça pose un peu quelques contraintes, quoi, hein. Mais là, alors que la tendance, c'est plutôt l'inverse. Donc, nos besoins, en fait, augmentent. Alors, est-ce que ces besoins sont toujours justifiés ou pas? C'est une autre question, hein. On verra ça quand on verra le nécessaire et le superflu. C'est vrai que on se crée artificiellement beaucoup trop de besoins, parce que non seulement on veut une voiture, mais en plus on veut que ce soit euh, SUV, on veut que ce soit je ne sais quoi, etc., hein. Donc chaque fois des voitures. Moi, je me rappelle toujours la spécification fonctionnelle de la 2 chevaux. Comment est-ce que Citroën a conçu la 2 chevaux dans les années, je ne sais plus, c'était 30 ou 40, hein, non 30, avant la guerre. Ben, c'était pouvoir transporter un paysan avec son sac de patates. Voilà la spécification fonctionnelle de la 2 chevaux, hein. Et quand on regarde, alors hier, on était au Ballon d'Alsace, et puis on a vu, il y avait une 2 chevaux, hein, qui évidemment créé un bouchon dans la montée du Ballon d'Alsace, hein, parce que c'est un moteur de 350 cm3 qui faisait, je sais pas, quelques chevaux à peine, quoi, hein. Et puis derrière, il y avait un gros SUV, ben, on voyait même plus la 2 chevaux devant le SUV, hein. La taille a carrément doublé, quoi, hein. Et alors on se dit, mais bon, qu'est-ce qu'on a changé par rapport aux paysans avec son sac de pommes de terre, hein? Bon, à la limite, ils pouvaient même transporter 2 paysans dans la 2 chevaux, hein, parce qu'il y avait 2 places devant. Puis ils ont finalement fait aussi 2 places derrière. Je me souviens quand on avait les 2 chevaux, c'était un peu serré, mais bon, ça tenait, hein. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, nos besoins ont changé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, ben, c'est à chacun de réfléchir, hein. C'est sûr, celui qui a 4 enfants pour les emmener à l'école et tout, c'est vrai qu'il a besoin d'une voiture un peu plus grande. Mais la plupart du temps, on voit des voitures énormes avec une seule personne dedans, aucun bagage. Et là, on se dit, on pourrait faire avec moins, hein. Et ces jouissances, ben oui, les jouissances, bon, ben, il y a les loisirs, il y a la musique, les arts, il y a
il y a plein de choses hein, justement pendant la période de repos, quand on ne travaille plus, ben, une jouissance, c'est aussi d'avoir un beau jardin, d'y planter des arbres, etc. Et ben, tout ça, on l'obtient ben, avec le travail, le salaire qu'on gagne, et puis en plus le travail, par exemple, quand on s'occupe du jardin. Hein. Donc, voilà la nécessité du travail. Maintenant, ces besoins qui augmentent de façon démesurée, on voit aussi les limites, hein, parce que vous avez beaucoup de personnes qui ne pensent qu'à travailler, qu'à gagner plus d'argent, hein, et finissent par travailler, 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 jusqu'à se rendre malade, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle les workaholics, hein, des gens, moi j'en avais au bureau, qui ont fait des burn-out. Hein. Pourquoi? Parce que vraiment, pour eux, le travail, c'était tout. J'ai un collègue aussi, quand il a pris sa retraite, il a complètement déprimé, quoi, parce qu'il ne savait pas comment vivre sans le travail, quoi. Hein, tout était vraiment focalisé là-dessus. Alors, ce collègue-là, il s'en est sorti parce que son épouse a pris la retraite 1 an après lui. Donc, il a passé 1 an de traversée du désert et de déprime. À partir du moment où son épouse était aussi à la maison, chaque matin, elle lui disait aujourd'hui, tu fais ci, tu vas couper la haie, tu nettoies ci, tu fais ça. Alors, après, ça allait mieux de nouveau. Hein. C'est là où on voit comment hein, on est parfois. Voilà, de temps en temps, il faut prendre un moment pour s'arrêter, pour réfléchir, pour décider ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, jusqu'où on veut aller, quels sont les excès, où est-ce qu'il faut qu'on s'arrête, etc. Hein. Voilà. Et j'ai aussi une sœur elle a eu du mal à s'arrêter. Elle a d'ailleurs toujours du mal à s'arrêter de travailler. Hein. Depuis qu'elle ne travaille plus, elle est extrêmement occupée. Hein. Chaque fois, je lui dis, viens, on va se promener, etc. Mais non, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle tourne en rond chez elle. Enfin bon, bref. Mais voilà, tout ça, faut réfléchir. Réfléchir. Euh, c'est vrai que quand on a des activités extra-professionnelles, hein, par exemple, dans mon cas, évidemment, c'est entre autres hein, de travailler pour la diffusion du spiritisme. Je dirais le fait d'arrêter de travailler, ça s'est fait tout naturellement. Hein. Il y a eu une préoccupation en moins, et puis le travail au niveau de la diffusion, au niveau des digitalisations de revues et de livres, au niveau de conférences et tout, a un peu augmenté, et c'est tant mieux. Hein. Après, vous avez d'autres exemples, hein, comme Chico Xavier ou Divaldo Pereira Franco, hein, qui eux étaient des médiums. Hein. Alors, beaucoup ont dit non, non, mais tu devrais faire ça à plein temps. Non, ils n'ont jamais voulu. Donc chacun avait son travail. En l'occurrence, ils étaient tous les deux d'un poste de fonctionnaire, hein, simple. Et en fait, ils ont travaillé jusqu'à la fin. Et pendant leur période de travail, ils consacraient le restant de leur temps, ils cherchaient l'équilibre entre la famille, l'idéal, les réunions médiumniques, la psychographie, etc. Hein. Et quand ils ont arrêté de travailler, quand ils ont eu droit à la retraite, ils ont effectivement augmenté leurs activités qui correspondent à leur idéal. Donc, vous voyez, il y a largement de quoi pouvoir trouver toujours un équilibre. Le travail, c'est bien, mais pas trop. Plus de besoins, bon, qu'on veuille une plus grande maison, ou plus confortable, ou mieux située, bon, tout ça c'est légitime, hein, c'est pas, voilà, c'est un peu la récompense du travail, hein. Mais bon, après il faut trouver des limites, en rappelant que celui qui est riche, c'est celui qui est satisfait de ce qu'il a. Hein. Celui qui n'est pas satisfait de ce qu'il a, même en étant milliardaire, il ne sera jamais riche. Hein. Voilà. Alors la civilisation, évidemment, quand on veut des maisons, après il faut des gens qui travaillent pour construire les maisons, il faut des gens qui travaillent pour fabriquer les automobiles, il faut des gens qui travaillent pour les entretenir. Donc c'est notre modèle de société aujourd'hui. Hein. Quelque part, on consomme, hein, le fait de consommer donne du travail à d'autres. Hein, et le travail va alimenter la partie sociale aussi, les impôts, le gouvernement qui ensuite va faire des écoles, des hôpitaux, etc. Notre modèle économique aujourd'hui est basé là-dessus. Hein. Là où ça devient un peu plus difficile en ce moment, c'est que l'idéal, c'est d'avoir 3% de croissance par an.
hein. Alors on était un peu au-dessus, je crois, un peu en dessous récemment, hein. On était un peu au-dessus, alors que quand la croissance elle est trop grande, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a l'inflation qui vient, hein, on connaît bien les mécanismes économiques de notre système actuel. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que les ressources de la Terre n'étant pas illimitées, ben, le 3% par an, on n'arrivera pas à le tenir ad vitam aeternam. Donc il y a bien un jour où la croissance ne sera plus possible, et là, il faudra ajuster les modèles économiques pour pouvoir vivre sans croissance, voire même avec de la décroissance, hein. Parce qu'aujourd'hui, si on consomme moins, regardez ce qui se passe en Allemagne, on a entendu cette semaine, hein, ben la consommation au niveau des automobiles a diminué, et puis paf, vous voyez Volkswagen, hein, qui a déjà annoncé, ben, je vais fermer des usines, et hop, vous avez des milliers de gens, ou plusieurs centaines de personnes qui travaillent dans ces usines-là, qui se retrouvent sur le carreau. Alors bon, quand c'est comme ça à échelle limitée, bon, ben, les assistances sociales, ils arrivent toujours à se recaser, à retrouver du travail, surtout en ce moment, parce qu'il y en a pas mal, quoi. Mais les fameuses crises, elles arrivent quand ça se produit de façon trop intense, trop généralisée. Et là, effectivement, ça peut poser des problèmes. Mais bon, il va falloir qu'on se prépare à ce genre de choses, hein, parce que les ressources de la Terre sont illimitées. Alors en ce moment, vous voyez, c'est un peu le paradoxe, hein. La consommation de pétrole, par exemple, et la production, pardon, de pétrole dans le monde, elle est passée par un maximum, je crois que c'était en 2007 ou 2008. Depuis, elle diminue. Alors pour l'instant, on ne s'en est pas trop rendu compte. Pourquoi? Ben parce que, bon, bien que les voitures soient plus grosses, elles consomment moins. Il y a des voitures qui sont électriques. On isole les maisons, donc on a moins besoin de fuel ou de gaz pour le chauffage, etc. Donc cette chute de la production, on l'a absorbée par une réduction de la consommation, hein. Donc l'équilibre se maintient, et il se maintient même dans une position où aujourd'hui il y a même une petite surproduction, et donc le prix du baril de pétrole est très bas. Maintenant, on voit bien que bon, les économies, c'est vrai que les premières économies sont faciles, après ça devient plus difficile, hein. Et pourtant, la production, elle continue à chuter. Donc là, aujourd'hui, on a un peu d'avance, mais il arrivera bien un moment où la production chutera plus vite que la demande. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La loi de l'offre et de la demande, elle est bien connue, hein, c'est ce qui est rare et cher, hein. Quand il n'y a plus assez de pétrole pour tout le monde, ben, hop, le prix va monter. Donc ça n'empêchera pas Mbappé d'aller à Nantes avec un avion, avec un jet privé. Par contre, c'est toujours pareil, le pauvre, la personne avec des moyens limités qui a besoin de sa voiture pour aller travailler à 100 km, ben, lui, ce sera le premier à en subir les conséquences. Donc, vous voyez un peu le genre de truc auquel il faut qu'on se prépare. Est-ce que c'est juste? Bien sûr que non, hein. Donc, c'est là où il va falloir réfléchir pour trouver les meilleurs moyens pour avoir un atterrissage, je ne vais pas dire en douceur, quoi, mais le moins brutal possible quand ce genre de choses vont se produire. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est 676. Le travail s'impose à l'être humain comme une nécessité car c'est un moyen de perfectionner son intelligence. Alors là, vous voyez à quoi sert le travail? Ben, le travail sert à notre évolution. Nous, en tant qu'esprit, on se réincarne pour évoluer. Évoluer sur deux, comme on l'a vu la dernière fois, l'évolution se fait sur deux tableaux, hein. Il y a l'évolution intellectuelle et l'évolution morale. D'accord? Donc là, on voit que le travail, c'est un moyen de perfectionner notre intelligence, c'est-à-dire d'évoluer intellectuellement. Vincent? Oui, c'est quelque chose de très vaste, l'évolution par le travail. On ne se rend pas compte que nos sociétés sont complètement traversées par des décisions qui n'ont pas été choisies par l'individu ou par le groupe. Oui. Par exemple, je viens de regarder pour vérifier ce que j'imaginais être la réalité. Moi, il faut être concret. Euh, Ma grand-mère se déplaçait en Alsace avec le train. Il n'y avait pas de voiture dans les années 30.
dans les années en dessous des années 30, le réseau ferré de France était très, très développé. Il y avait des liaisons entre les grandes villes et les villages qui étaient très, très régulières. Il y avait un véritable service public. Il y avait beaucoup moins de personnes transportées, mais beaucoup plus de lignes et beaucoup plus de fréquences. Et il y a eu des choix qui ont été faits en Amérique. Hein, déjà, Henry Ford a fait détruire des millions de, de tramways en Amérique parce qu'il voulait imposer la voiture. Donc, il a racheté des sociétés de transport qui étaient électrifiées à l'époque, hein, de tramway, pour les détruire, et il a créé le crédit. Le crédit n'était pas accessible aux gens modestes. C'était juste les gens qui avaient un certain revenu ou du patrimoine qui pouvaient accéder au crédit. Donc, il a créé le crédit, il a créé un modèle de société qui s'est transposé en Europe et qui a fait nous aussi, on a détruit des milliers de kilomètres de lignes de chemin de fer en France pour remplacer par l'automobile. Et donc, ces choix sociétals, on sera obligé de les réviser. Et pour l'instant, on est dans une expectative. Il y a deux pendants, c'est-à-dire qu'il y a le développement personnel, ce qu'on fait beaucoup à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire que les gens sont en recherche comme nous de sens de la vie. Hein. Si on vient faire du spiritisme, c'est aussi pour comprendre ce qu'on vient faire là. Et le deuxième volet, c'est les conséquences de ce qu'on ressent à l'intérieur ont un impact sur notre façon d'être au monde. Voilà. Alors, un des avantages, c'est vrai, hein, je partage tout à fait ce que tu dis. Un des avantages, c'est que parmi les solutions qu'on doit rechercher aujourd'hui pour préparer l'avenir, ben, il suffit de regarder dans le passé. Hein. Et c'est déjà d'ailleurs ce qui se passe. Hein. À Mulhouse, à l'époque de ma grand-mère, il y avait un tram. Ensuite, il a été supprimé et maintenant, il était remis. Voyez, les lignes de chemin de fer ont été démolies pour beaucoup, hein, transformées en pistes cyclables ou autres. Donc, il y a les vélos électriques. Hein. Mais, par exemple, entre Mulhouse et Thann, ils ont mis, il y avait non seulement un train, maintenant il y a plus le tram-train. C'est-à-dire le tram du centre-ville de Mulhouse, il vient jusqu'à Thann, qui est situé à 18 ou 19 kilomètres. Donc, il y a beaucoup de ces solutions qui se mettent en place. Hein. Et aujourd'hui, on a aussi bien sûr d'autres solutions. Là, par exemple, on se réunit pour étudier ensemble. Vous voyez, on n'a même plus besoin de sortir de chez nous pour étudier, parce que étudier, c'est aussi une forme de travail. Vous voyez? Donc, on a plein de solutions. Par contre, ça nous imposera forcément à un moment ou à un autre de renoncer à certaines choses, ou en d'autres termes, de serrer un petit peu la ceinture. Vous voyez? Donc, et c'est ça que, dès qu'on parle de serrer un peu la ceinture, vous avez des milliers de personnes dans les rues, hein, parce que c'est parfois très impopulaire. Et c'est là où il faudrait faire un peu plus de pédagogie, c'est un peu ce qu'on est en train de faire ici, en se disant, mais oui, d'accord, mais est-ce qu'on peut vraiment continuer avec le train de vie actuel, vu les effets climatiques, vous avez vu, ça date de hier, hein, la Pologne, ils ont la crue millénaire qu'ils ont eue il y a 20 ou 30 ans, elle a été dépassée. Hein. Donc moi je disais toujours, c'est les crues centenaires qui deviennent décennales, mais apparemment c'est pire que ça. Hein. C'est des crues millénaires qui deviennent décennales, quoi. Hein. Et donc on se rend bien compte que on ne peut pas continuer au rythme où on va aujourd'hui et que par la force des choses, hein, le jour où il n'y aura plus de pétrole, on en retrouve toujours ici ou là, hein, les plus grands nouveaux gisements qui sont au niveau de, comment on appelle ce pays-là, près de la Guyane française, là, la Guyana, je pense, hein, le Suriname, enfin dans ces coins là-bas, hein, qui compensent, qui ralentissent un peu la chute, mais ça chute quand même, hein, la production chute quand même. Donc à un moment ou à un autre, on remplacera bien sûr avec des énergies renouvelables, on trouvera des solutions techniques, mais pas que. À un moment donné, il faudra
consommer moins, il faudra covoiturer, Et donc, toutes ces initiatives qui sont prises aujourd'hui pour aller dans ce sens-là sont à encourager. On a déjà les idées, mais il faut faire de la pédagogie pour que les personnes, je dirais, s'en rendent compte, le comprennent, l'acceptent, le fassent même de leur propre volonté. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrivera à négocier ces changements. S'ils sont imposés ou s'il y a des jeux politiques derrière, un qui promet l'autre qui essaye de serrer un peu, de préparer les gens à se serrer la ceinture, et puis l'autre concurrent politique qui va faire du populisme à partir dessus pour tout casser derrière. Bon, comme ça, c'est sûr que le jour où il y aura un atterrissage, il sera rude. Quand on tombera du nuage, ça va nous faire mal. Et en plus, donc, un des challenges qu'on aura, c'est malgré tout ça, maintenir quand même le travail et le revenu qui est nécessaire aux personnes. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, vous avez des théories économiques qui disent qu'on n'a plus besoin que toutes les personnes travaillent. Et on s'en rend compte, on a beaucoup de personnes qui sont au chômage. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui sont au chômage malgré eux, qui aimeraient bien travailler mais ne trouvent pas de travail. Par contre, il y en a aussi une certaine proportion qui, voilà, ils se complaisent, ils sont là avec les bénéfices sociaux, ils sont contents. Alors, ils n'ont pas un train de vie mirobolant, évidemment, mais voilà, pourquoi est-ce que j'irais travailler si prendre justement le train, la voiture ou je ne sais quoi pour gagner le SMIC alors que je peux rester chez moi avec le RSA ou ce genre de choses. Donc, on voit déjà certaines bribes comme ça. Alors évidemment, c'est peut-être des personnes qui en profitent et ces personnes-là, bon, si elles ne travaillent pas, ce qu'il faut bien qu'elles se mettent en tête, c'est, comme on dit, là, c'est un moyen de perfectionner leur intelligence. Ces personnes-là ne vont pas évoluer beaucoup dans cette existence. Il y a d'ailleurs une question dans le livre des esprits qui dit, mais le tir au flanc qui fait rien de toute sa vie, à quoi lui sert son existence? Les esprits répondent, c'est une existence nulle. C'est-à-dire qu'il sera resté stationnaire. Il a eu une existence, une occasion d'évoluer, il n'en a pas profité, il est resté stationnaire. Donc, voilà. Vincent? Juste pour rappeler qu'il y a justement les lois spirituelles qu'on est en train d'évoquer ont des conséquences sur la manière d'interagir aussi bien au niveau du foyer, c'est-à-dire au niveau de la famille, qu'au niveau professionnel, au niveau du comportement qu'on peut avoir avec ses figures d'autorité, son chef de service, son chef d'équipe, voilà, et il y a un besoin de compréhension de ce que nous sommes profondément. Et ce qu'on vient apprendre là, je pense, le dimanche matin, c'est qui sommes-nous profondément? Et cette réponse est apportée dans une vision du 19e siècle. Le travail a quand même beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on a besoin de travailler moins, mais de travailler mieux. Travailler mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en interaction dans des groupes, on a besoin de se comprendre mieux. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, il y avait des systèmes de domination qui étaient très forts. C'est-à-dire que le père de famille, il décidait pour sa femme. Moi, je me souviens pertinemment que mon grand-père a décidé qu'il achetait une maison dans le Korosberg, en Alsace, c'était une région un petit peu agricole, pas très loin de Strasbourg, pour la rénover. Il n'a rien demandé à sa femme. Il n'a pas demandé son avis à sa femme. Il l'a acheté, point. Elle n'avait pas besoin de signer avec lui chez le notaire, quoi. Non. Et donc, ces comportements intrafamiliaux et les comportements qu'on peut avoir aussi bien au niveau de l'entreprise, on a besoin de s'impliquer. Moi, je sais que dans mon travail, que j'étais ouvrier à l'usine, j'étais ouvrier à la chaîne, c'est-à-dire que le plus bas niveau qu'on peut avoir dans une entreprise, chez General Motors, et je n'ai pas considéré que c'était dévalorisant de travailler au bas de l'échelle dans une entreprise internationale. J'ai considéré que chaque personne avait un rôle à jouer et je me suis impliqué dans mon travail. Donc, ça a été remarqué par l'encadrement et ça a été remarqué comme
j'étais repéré comme quelqu'un qui avait envie d'améliorer les choses, c'est-à-dire améliorer la productivité, c'est-à-dire travailler moins, c'est-à-dire faire de l'efficacité au travail. À l'époque, ça s'appelait lean manufacturing, c'est-à-dire ça venait de l'Amérique, c'est tout un ensemble de process qui permettent d'éviter les opérations inutiles. Mais je me suis complètement inscrit dans ce processus pour améliorer les choses, alors que j'étais ouvrier. Donc on a fait des petites semaines de pack workshop parce que c'était des entreprises américaines, c'est-à-dire qu'on utilisait des termes américains, mais c'était des semaines où on essayait d'améliorer un poste ou d'améliorer un fonctionnement d'une ligne de production. Et tout ça pour dire que chacun à son niveau a un rôle à jouer. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être passif et subir, et une figure d'autorité qui doit décider pour les autres et faire subir. Ça, c'est des modèles qui sont du 19e siècle et qui doivent disparaître. On doit pouvoir, chacun à son niveau, apporter son énergie physique, mais aussi spirituelle. C'est vrai, et des choses, effectivement, ont beaucoup évolué depuis ton grand-père ou même depuis mes parents, quoi. Je me souviens, je crois que c'est à Nantes que a ouvert un des premiers supermarchés. Et le supermarché a embauché des caissières, des femmes, pour travailler dans le supermarché. Et le résultat de ce supermarché, c'est que le taux de chômage a augmenté. Parce que à l'époque, les femmes ne travaillaient pas, elles n'étaient pas dans les statistiques du chômage, et dès qu'elles ont commencé à travailler, hop, il y en a d'autres qui disaient, mais pourquoi elles travaillent? Moi, je voudrais aussi travailler. Donc, c'est là où on voit les changements qui s'opèrent. Donc, aujourd'hui, on se bat encore pour arriver à une parité, travail égal, salaire égal, etc. On a encore pas mal de problèmes à résoudre. Mais le fait que, par exemple, l'homme travaille, la femme travaille, mais ça crée d'autres besoins, du genre, il faut des gens pour faire du périscolaire, il y en a d'autres qui doivent s'occuper des enfants, d'autres qui doivent s'occuper du ménage. Le travail, en fait, se redistribue, quoi. Aujourd'hui, on est devant. Tu dis que tu as travaillé à la chaîne. Bon, de plus en plus, maintenant, les chaînes sont robotisées. Donc, des personnes qui travaillent à la chaîne, il y en a de moins en moins. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces personnes-là? On t'a bien trouvé à te recaser, Vincent, et c'est le cas un peu de tout le monde, quoi. Mais aujourd'hui, bon, ce qui m'a frappé ces dernières années, c'est avec l'apparition des PC. Je me souviens, les tout premiers, c'était au début des années 90. Oh là là, il y en avait deux ou trois pour 200 ou 300 personnes, quoi. C'était à ce niveau-là. Alors qu'aujourd'hui, quand on va quelque part dans un bureau, qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde qui a le nez devant son PC. Les gens sont à longueur de journée devant le PC. Bon, c'est un espèce de travail à la chaîne, mais différent, quoi. C'est un peu moins physique, plus intellectuel. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on voit un nouveau... Pardon? Ouais, au niveau des PC, les ordinateurs existaient effectivement dans les bureaux, mais ils ne sont pas restés dans les bureaux. Sur les lignes d'assemblage, les gens qui étaient capables de débloquer un programme ou de faire fonctionner un système informatique Les étaient programmateurs. promus. Parce que sur les lignes d'assemblage, il y a des gens qui n'avaient jamais touché un ordinateur. Et quand il y avait un blocage, ils étaient perdus. Donc, il y a eu aussi une évolution dans le monde du travail. Les gens qui travaillent même sur des lignes d'assemblage sont obligés de comprendre le système informatique qu'ils utilisent pour pouvoir faire fonctionner leur ligne d'assemblage. C'est ça. C'est faire les ajustements, les réglages, en passant d'une pièce à l'autre, etc. Je suis arrivé dans l'usine, c'était Charlot, quoi. C'était Charlie Chaplin. On avait c'est-à-dire qu'on avait des lignes d'assemblage qui étaient palettisées, mais qui ne s'arrêtaient pas. C'est-à-dire que dans Charlie Chaplin, on voit la palette qui avance tout le temps. Moi, j'ai travaillé avec ça. C'est avec des lignes qui... c'était des genres de gros tabliers de fer qui tournaient sans arrêt et il fallait suivre la pièce en se déplaçant. Et quand j'ai quitté l'usine, effectivement, comme tu dis, Charles, il y avait déjà des postes qui étaient entièrement grillagés, où toutes les opérations étaient automatisées, et il n'y avait plus d'intervention humaine. C'est ça.
Et, Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ben, il y a l'intelligence artificielle. mais L'intelligence c'est pas un artificielle, mal, hein. Le voilà, progrès n'est pas un mal en soi. C'est-à-dire que absolument. je mettais 5 vis et une plaque, un peu d'huile avec un carter. Donc, c'était pas passionnant comme métier, hein. Si Mhm. un robot peut le faire, c'est très bien. C'est mieux, Et il ouais. ne faut pas regretter le fait de faire des tâches qui sont très répétitives et pas forcément très, très valorisantes. Mhm. C'est ça. Et aujourd'hui, ben, les tâches répétitives et pas forcément très valorisantes, il y en a aussi devant son écran d'ordinateur, hein. Donc, ça aussi, c'est remplacé maintenant par l'intelligence artificielle, qui n'a d'ailleurs d'intelligence que le nom, hein. L'intelligence, c'est plus que juste un logiciel comme ChatGPT qui sait exploiter des données, mais ne sait faire que ce pour quoi il a été programmé, hein. L'intelligence, c'est plus que ça, hein. Il y a l'innovation, il y a les idées, l'intuition, l'inspiration, etc. Et donc là Charles, aussi, ça va créer des changements profonds. Il y a plein de gens l'intelligence qui faisaient du travail répétitif sur un écran qui vont être remplacés par l'IA. L'intelligence des systèmes informatiques, c'est aussi le fait de ne pas faire de la saisie, qui a été très, très développé dans les années 50, après-guerre, c'était la saisie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui faisaient que de la saisie, qui La tapaient salle des des lignes, dactylos, hein. voilà, qui tapaient des lignes, voilà, j'ai rentré tant et tant. Maintenant, il y a des systèmes de scanners, des codes barres. C'est-à-dire Ouais, que les gens tu qui peux même, travaillent dans tu le parles et commerce, puis ça écrit, enfin, il y a voilà, plein de les gens choses. qui travaillent dans le commerce saisissent des codes barres et ne sont plus obligés de faire de la saisie de lignes. C'est Moi, je vois automatique. Michel qui a levé sa main. Oui, Je suis allé à la pharmacie l'autre jour, il y a une pharmacie là qui a été modernisée il n'y a pas longtemps. Alors, tu as une petite caméra, donc ils ont un étage où ils stockent leurs médicaments, et puis il y a un espèce de robot, et tu vois le robot, touc, qui va récupérer le truc, et paf, qui le met dans, et hop, ça tombe, et la préparatrice à la caisse, elle n'a plus qu'à se retourner à prendre le médicament. Donc là aussi, ça a changé, hein. Alors Michel, là, tu as levé la main. Oui, c'est vrai que les robots en pharmacie, c'est extraordinaire, hein. Ça allège beaucoup le boulot. Moi, j'en ai pas encore, je résiste encore, parce que j'avais quelqu'un qui faisait le travail du robot. Bon, elle est partie à la retraite, elle part à la retraite à la fin du mois. Est-ce que je vais avoir un robot? Je ne sais pas encore. Et ça, c'est une autre réflexion. Euh, à propos du travail, peut-être qu'il faut le prendre aussi au sens un peu plus large, parce que l'homme, enfin en tout cas dans notre pays, travaille de moins en moins. On ne travaille plus que 35 heures par semaine, Mmh. ce qui fait que peut-être que le travail, là, il faut le prendre dans le sens opposé à l'oisiveté. Ce qui fait que les gens qui travaillent à la maison, par exemple, qui travaillent chez eux, ce sont des gens qui, même s'ils ne gagnent pas d'argent, ils vont améliorer leur bien-être, ils vont améliorer, et cetera. Donc ça fait partie peut-être du travail aussi dont parlent les esprits dans, cette question, peut-être aussi. Voilà. C'est vrai. Et quand on dit les retraités ne travaillent plus, moi je vais voir le conseil municipal du village où j'habite, ben, les trois quarts des conseillers municipaux, c'est des retraités, hein. Quand on va dans les associations, c'est des retraités qui s'en occupent, hein. Voilà, on continue en fait à travailler, quoi, hein. Alors, c'est ce qu'il nous dit, hein, sans le travail, l'homme resterait dans l'enfance de l'intelligence. C'est pourquoi il ne doit sa nourriture, sa sécurité et son bien-être qu'à son travail, à son activité. Donc, le fait de venir se réincarner dans un corps physique, hein, on sait que se réincarner, ça nous aide à évoluer. Rester tout le temps dans nos solars, on évolue nettement moins vite, non, mais quand on se réincarne, quand on a tous ces besoins qu'on voit là, ça nous pousse à travailler, hein, voilà. À celui qui est trop faible de corps, c'est-à-dire une personne, je ne sais pas moi, qui est handicapée ou autre, hein, Dieu a donné l'intelligence pour y suppléer, mais c'est toujours un travail. Stephen Hawking, avec son machin, travaillait quand même. Il écrivait des livres, il utilisait son intelligence, hein. Donc, on est là, on est assis, on ne travaille pas physiquement, hein, mais c'est quand même une forme d'intelligence que d'étudier, d'exposer, etc. Voilà, hein. Alors, 677 chez l'homme et chez l'humain, hein, c'est là où c'est effectivement les trucs du 19e siècle, il faudra les adapter un peu. Le travail a un double but, la conservation du corps et le développement de la pensée, qui est aussi un besoin et qui l'élève au-dessus de lui-même.
s'élever au-dessus de soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire évoluer, hein. Donc c'est clair, hein, le développement de la pensée, la réflexion, ce que tu disais Vincent, hein, tu étais là à serrer 5 boulons et mettre une plaque avec un peu d'huile, de dire comment on pourrait faire ça mieux, hein, donc la pensée qui est là et qui permet de toujours travailler mieux, hein. Vincent? Toujours pour revenir à ce principe, c'est-à-dire que ce qui est évoqué là dans le texte, en fait, c'est contribuer au bien commun. C'est-à-dire que Ouais. chaque personne qui apporte, par exemple, le boulanger fait le pain il contribue au bien commun, au bonheur de la société. Mmh. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de faire son pain. Il y a le boulanger qui le fait, mais on le paye en contrepartie, donc il faut un autre travail. C'est un tout. Et c'est vrai que c'est pas assez parlé, je trouve, dans nos sociétés, le bien commun. Qu'est-ce que c'est qu'un bien commun? Qu'est-ce que c'est que les communs? Qu'est-ce que c'est que est-ce que l'eau est un bien commun? Est-ce que l'électricité est un bien commun? Est-ce que l'air qu'on respire est un bien commun? Est-ce que le temps de travail, est-ce que le temps de loisir est un bien commun? Euh, il y a toute une réflexion autour de ça. À- 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 il y a une pensée qui n'est pas rarement exprimée et je pense nécessaire pour Ouais. les générations futures. Qu'est-ce qu'on veut travailler plus? Non, je ne crois pas. On veut travailler mieux. Est-ce qu'on veut travailler dans une plus grande intelligence? À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sous le principe de la soumission, c'est-à-dire que les employés doivent être soumis au patron. Ils ne contribuent pas à l'entreprise, ils n'ont pas l'intelligence de contribuer au développement de l'entreprise. Ils sont soumis juste à leur chef de service, à leur chef d'équipe. Et ils doivent avoir une vision plus large. Et c'est bien ça. Nos sociétés qui viennent auront besoin de gens qui ont une intelligence plus collective et moins Mmh. individualiste. Alors, effectivement, ça, c'est l'idéal, hein, c'est de chaque fois trouver des moyens pour servir mieux. Bon, après, moi, je connais d'autres personnes qui veulent pas se poser ce genre de questions, hein. Je connais des personnes qui ne sont à l'aise que dans un travail répétitif et bestial, à serrer 5 boulons avec une plaque et un peu d'huile, hein. J'en connais, mais chacun sa personnalité. Au moins, il serre 5 plaques avec une plaque, 5 vis avec une plaque, tu vois. Il y en a d'autres qui poussent encore plus loin, qui font rien, quoi. Moi, je connais un jeune comme ça il y en a de plus en plus d'ailleurs, hein, des jeunes qui, à 25 ans, 30 ans, ont toujours pas trouvé ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et, et quand j'en vois un, que je lui parle, ben, aujourd'hui, j'essaie de le sensibiliser un peu là-dessus. Je dis, écoute, il faut que tu apportes ta contribution à la société, hein. Alors, hein, lui dire travailler pour gagner plus, il s'en fout, il est content au RSA, donc il dit, pourquoi est-ce que je vais m'embêter, hein. Mais après, lui dire, il faut que tu serves à la collectivité, ça fait réfléchir. Et du coup, hop, il commence à faire des trucs un peu associatifs. Je pense que c'est le début de peut-être un déclic qui va parce que ça, Charles, bon, on a beaucoup de il gens. y a plein de gens qui ont ce genre de problème aujourd'hui, hein, les jeunes qui arrivent, Ouais. qui arrivent pas à rentrer dans notre modèle. Pourquoi? Parce que il faut qu'on revoie aussi un peu notre modèle, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui sont des gentilles personnes dociles et soumis, comme on les a élevés. Il y a Ouais. beaucoup de gens, et chez les femmes et chez les hommes, hein, des gentils, soumis, obéissants et dociles, qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes, il y en a beaucoup. Et on n'a plus besoin on a moins besoin de gens euh, qui sont dociles et soumis à des figures d'autorité, que ce soit la figure d'autorité parentale, la figure d'autorité du chef de service. On a besoin de gens vivants. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est des gens vivants? C'est des gens qui ont envie de contribuer au bien commun, qui ont envie de Voilà. réfléchir collectivement, qui ont envie de vivre. Et Et ça, c'est malheureusement, il y a beaucoup de jeunes, comme tu dis, qui sont dans les troubles parce qu'ils ne comprennent pas le sens de leur existence. On leur a dit, soyez soumis et obéissants à vos parents et vous serez de bons enfants. Après, vous serez de bons adultes si vous êtes obéissants et soumis à votre professeur. Mais ils ne comprennent pas. Ils ont été de bons élèves peut-être, mais ils ne comprennent pas le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est être dans la joie de partager le bien commun qui est notre existence, la planète, être vivant dans quelque chose qui fait plaisir. Être vivant, ça ne veut rien dire, mais être
dans la joie de faire quelque chose, dans la joie d'aller au travail, dans la joie d'être en famille. Je connais beaucoup de gens qui sont tristes en famille et tristes au travail. Et on a besoin de retrouver, de s'apprécier soi-même pour être dans le bonheur en famille et dans le bonheur au travail. Et puis dans sa vie Ça va privée, et dépendre puis aussi dans la vie en général. ça va dépendre aussi de l'évolution de l'esprit, hein. On a différents degrés d'évolution, donc il y en a qui, l'esprit, des cas sociaux, il y en aura toujours, hein, des esprits qui sont peu évolués, qui veulent être soumis, il y en aura, bon, voilà, et donc, comme il y a des gens qui veulent pas réfléchir à leurs croyances et qui se contentent d'aller chez le prêtre, à l'église, il y aura de toute façon un peu toujours de tout. Mais il faut bien voir que la tendance, c'est que les esprits évoluent. À partir du moment où les esprits évoluent, effectivement, on va on sort un peu de cette soumission, hein, on sort un peu de l'hétéronomie, on va un peu plus vers l'autonomie, hein. Et c'est là où il faut que nos sociétés s'adaptent, hein. Alors après, c'est pas tout de dire à l'homme qui doit travailler, il faut encore que celui qui attend son existence de son labeur trouve à s'occuper. Et c'est ce qui n'a pas toujours lieu. Quand la suspension du travail se généralise, elle prend les proportions d'un fléau comme la disette. Donc, quand vous regardez la période dans laquelle Kardec a vécu, hein, c'était le 19e siècle, il y a eu des changements de régime, il y a eu des hauts, des bas, des crises, notamment dans les années 40, hein, il y a eu des... Et Kardec, bon, quand il faisait son discours enfin pas Kardec, Rivail, hein, quand il faisait son discours à ses élèves, il disait, voilà, à cause de la crise, il y a beaucoup d'écoles qui ont supprimé la distribution des prix. Mais nous, ici, on a décidé de la maintenir. Pourquoi? Parce que quand on fait une distribution des prix, ben, on achète des livres, donc ça fait travailler le libraire, ça fait travailler. On met une belle couverture en cuir avec des dorures dedans, donc ça fait travailler les gens qui font des reliures, ça fait travailler les gens qui font aussi, hein. Donc il avait bien cette conscience que euh, donc quand on a des périodes comme ça de crise, quels sont les moyens qu'il faut essayer de mettre en place justement pour réduire cette crise et puis pour trouver des solutions. Alors, à l'époque, effectivement, vous n'aviez pas le chômage, vous n'aviez pas la sécurité sociale, il y avait plein de choses qui n'existaient pas, hein. Ces choses-là ne sont venues que avec la Troisième République, hein, la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est là où sont venues les 40 heures par semaine, et ces lois. Il y a eu beaucoup d'abus dans tous les sens, quoi. Ça s'est un peu amélioré pour arriver jusqu'à nous, même si c'est toujours pas parfait. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est, ben, voilà, il y aura toujours des périodes où, ben voilà, quand la personne, c'est comme la parabole de Jésus quand il parle des travailleurs à la vigne, hein, que les derniers qui ont été appelés ont reçu le même salaire que les premiers qui ont été appelés, hein. Ben, c'est tout simplement les derniers qui ont été appelés, ils étaient là, ils cherchaient du travail, ils n'en trouvaient pas, ils en ont trouvé au dernier moment, donc c'était pas faute de ne pas vouloir travailler, quoi, hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu droit au même salaire que les autres, hein. Alors c'est là où hein, elle est subtile cette parabole de Jésus, parce qu'on voit que celui qui est là et qui se cache et qui ne veut pas travailler, est-ce qu'il a droit au même salaire que les autres? Bon, c'est là où on peut commencer à discuter, à se dire, il faut quand même trouver des encouragements pour motiver les gens qui, justement, ne veulent pas travailler, à les faire travailler. Alors, moi, je suis proche de l'Allemagne, hein, quand on va dans un parc d'attractions qui s'appelle Europa Park, ben, on voit beaucoup de personnes âgées, hein, qui ont, vous savez, les appareils là, qui une espèce de tige avec des pinces en bas pour ramasser des papiers. Alors c'est vrai que tout est toujours propre. Et quand on s'arrête et qu'on demande, mais monsieur, ben, le gars il dit, ça c'est mon travail et puis je gagne 1 € de l'heure. Alors je dis, mais comment ça se fait que vous gagnez 1 € de l'heure? Effectivement, c'est la politique du 1 € Job, comme disent les Allemands. Le gars, on lui dit, écoute, tu vas recevoir toutes les assistances sociales. Par exemple, il dit, mon frigo est cassé, il me faudrait un frigo. Il y a quelqu'un qui vient voir, il ne lui donne pas de l'argent pour acheter un frigo, il lui donne un frigo. Alors, vous voyez le système allemand qui est un peu différent du nôtre, hein. Mais pour avoir droit à ça, il faut qu'il aille travailler, même s'il gagne que 1 € par heure. Et tout le reste qu'il a besoin, tout ce qui lui manque, c'est l'assistance sociale qui va pourvoir à ses besoins. Donc, c'est un moyen de ne pas laisser les gens dans la misère et en plus de continuer à les encourager à travailler. Parce qu'après, ce qu'on voit,
Ben, c'est tous les gens qui sont là et qui remercient, qui les félicitent. C'est vrai, c'est bien ce que vous faites, tout est toujours vachement propre, etc. Donc, il y a tout un système de valorisation, de dignité et autres qui se maintient. Hein, voilà. Et bon, alors aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais bon, voilà, on voit qu'en France, c'est toujours pas ça. Hein. Il y a toujours encore beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment motivées à travailler. Et puis, quand je vous parlais de jeunes là qui ne trouvent pas de motivation. Hein. Alors, il y a eu juste avant cette période un peu perturbée qu'on a eue chez nous ces derniers mois, il y avait des idées qui circulaient en disant, bon, le RSA maintenant, d'accord, mais il faut 15 heures par semaine de travail d'utilité générale. Hein. Alors, je suis allé voir le jeune, je lui ai dit, tiens, attention, fais gaffe, hein, parce que tu as plein de qualités, pourtant il a du savoir-faire qui est reconnu et tout, il a fait des choses extraordinaires. Il vaut mieux que tu fasses ça plutôt que l'utilité générale, on ne sait pas ce que ça va être. Hein. Ça peut être tailler les buissons, passer le balai, etc. Quoi. Mais bon, ça n'a pas suffi pour le faire basculer. Donc là, si vraiment il avait été obligé de passer 15 heures par semaine à faire un travail comme ça, là, il aurait peut-être réfléchi en disant, bon, il vaut quand même mieux que je fasse ce pourquoi je suis formé, voilà, Mais Charles, un travail c'est plus utile, dangereux. quoi. Les gens qui pensent par eux-mêmes, c'est-à-dire qui ne sont pas des gens dociles et obéissants, sont dangereux pour les pouvoirs d'argent. On est une Ouais, société, mais tu ne mais on peux est pas une société l'empêcher. qui est basée sur une isolation, les systèmes financiers actuels sont basés sur le fait que le banquier a le droit de créer de l'argent à partir de rien et te demander des intérêts sur ce qu'il n'a pas. Et que si on, c'est-à-dire que les gens qui font un emprunt imaginent que le banquier a les sous qu'il emprunte, mais le banquier Ouais, n'a donc c'est pas les tout sous qu'il virtuel, emprunte. quoi. C'est-à-dire qu'il crée ex nihilo, c'est-à-dire qu'il va écrire une ligne de compte et il a le droit de créer de l'argent à partir de rien et te demander des intérêts sur ce que tu as emprunté. Et, Mhm. et la société crée de l'argent à partir de ça. Et on sait très bien que si les gens n'ont pas confiance, ils n'empruntent pas. Et donc, il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie qui circule dans les États. Et ce système qui est basé sur la création monétaire ex nihilo des banques est un système qui nécessite toujours plus d'emprunts, toujours plus d'endettement. Et ce système doit être révisé un jour ou l'autre. Oui, Et alors, c'est pour pas tout revenir à à ce que fait. tu disais tout à l'heure, on n'a Oui. plus besoin de gens qui marchent à la carotte ou le bâton. On n'a pas besoin d'esclaves ou d'ânes. On a besoin de gens qui sont capables de penser par eux-mêmes. Mais penser par eux-mêmes, avoir une vision sociétale et réfléchir par soi-même, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on préfère avoir des gens qui soient soumis et obéissants, aussi bien dans la famille que dans la société, parce que comme ils ne peuvent pas penser leur travail, penser leur rôle social, ils sont, ils sont limités. Si tu n'as pas le mot pour dire travail, tu ne peux pas désigner ce que tu fais. Si Mhm. tu n'as, voilà, par exemple, je reprends un terme. Moi, j'étais ouvrier, et je dis bien ouvrier dans l'automobile, hein, ouvrier sur des lignes de production. On nous a interdit d'utiliser ce terme. On était agent de fabrication. Ça veut dire quoi, agent de fabrication? Ça Opérateur veut dire, spécialisé, hein, OS. voilà, par exemple, les gens qui travaillent comme caissières sont hôtesses de, hôtesses de caisse. On les oblige à utiliser ce terme. C'est-à-dire qu'on les invisibilise. C'est-à-dire que les gens qui ont du pouvoir et de l'argent font en sorte qu'on n'ait plus les mots pour désigner ce qu'on est. Moi, je suis un ouvrier et j'insiste bien là-dessus et je resterai ouvrier toute ma vie et c'est important pour moi. Mhm. Et je considère qu'il n'y a pas de tâche inférieure ou supérieure, il y a juste des gens qui contribuent au bien commun. Et ça, c'est super important de pouvoir avoir les mots pour désigner euh, les, les- les- les systèmes de domination, les systèmes de classe, parce qu'elles existent encore. Et on est en train de créer une société où on valorise le milliardaire comme si lui, c'était la solution à tous vos problèmes. Il faut tous devenir milliardaires. C'est complètement Mais infantilisant. Vincent, ça, si tu veux, ce genre de système ne fonctionne que tant que il y aura parmi les incarnés des personnes
qui ne réfléchissent pas et qui se laisseront faire. Au fur et à mesure que les individus qui composent la société évoluent, ce genre de système tombera tout seul. Hein. Il y aura de la résistance, il y a des manipulations, il y a des pouvoirs autocratiques, il y a tout ça. Mais à partir du moment où les gens réfléchissent, ben, on est bien obligé de... C'est nous qui faisons la société. Hein. La société représente ce que nous, en tant qu'individus, c'est la somme des individus qui la composent, quoi. Hein. Si parmi nous, il y a 30% qui ne réfléchissent pas, qui se laissent faire, ben, c'est normal qu'il y aura des gens pour exploiter ces 20 ou 30% de gens qui se laissent faire. Le jour où il n'y en aura plus, cette exploitation s'arrêtera tout seul. Hein. Les gens ne comprennent même pas. Il y a beaucoup de pervers narcissiques. Les gens, voilà, il y a beaucoup de Tant qu'il y aura des gens qui ne comprennent pas, il y en aura qui seront là pour abuser d'eux. Mais au fur et à mesure que les gens comprennent, et c'est bien ça l'évolution, eh ben, ça disparaîtra. Parce que les gens qui comprennent ne se laissent plus faire. Ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup de pervers narcissiques qui sont à l'œuvre, qui sont au pouvoir à l'heure actuelle. Parce que et c'est comme ça traverse toute la société, et ça crée des gens qui ne comprennent pas ce que les chefs de service, leur souffrance, d'où vient leur souffrance, comment leur souffrance existe et comment ils subissent. Il y a beaucoup de gens qui subissent leur éducation, c'est-à-dire que il faut que je sois soumis, il faut que je fasse ci, il faut, je dois, tout le temps. Voilà. Mais il y en a de moins en moins des comme ça. Il y en a de moins en moins. L'évolution fait que les gens ne se soumettent plus, les gens réfléchissent. Et tu vois, il y en a même qui surfent là-dessus en parlant d'insoumis. Tu vois, c'est bon. Voilà, ça bouge, hein, ça restera pas longtemps comme ça. Même si ces ondes d'insoumission, entre guillemets, sont aussi parfois des facteurs de manipulation. Michel? Je pense pas qu'on puisse changer les gens, ni changer les autres. Par contre, je pense que ce qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Et c'est la réforme morale, hein, que nous propose c'est ça. Alain Kardec. Et je pense que si on veut vraiment changer les autres, la société, c'est à nous, en fait, de nous changer dans notre fort intérieur. C'est ça. Puis, et que notre fort intérieur puisse, par l'exemple qu'on a, à ce moment-là, montrer quelque chose d'autre aux autres. C'est-à-dire leur proposer autre chose que ce qu'ils voient habituellement. Et c'est ça. C'est le travail, mais du coup, c'est le travail sur soi qui est important. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que je dis souvent, la meilleure moyen de changer le monde, c'est de se changer soi-même d'abord. Hein. C'est comme ça qu'on change le monde. On se change soi-même, on devient meilleur, on réfléchit, on émet des idées, hein, on se laisse plus faire, on se laisse plus manipuler, on succombe plus à toutes les tentations qui sont autour de nous. Hein. Et donc, de proche en proche, avec d'abord nos proches et puis le reste, toute la société va suivre et va évoluer. Hein. Donc, c'est effectivement le seul moyen de... Et puis, personne ne peut me changer. Il n'y a que moi qui peux me changer. Hein. Chacun doit se changer lui-même. Personne ne peut évoluer à la place d'un autre. Personne ne peut apprendre à la place d'un autre. Personne ne peut devenir meilleur, pardonner à la place d'un autre. Hein. Tout ça, ce sont des démarches individuelles qui incombent à chacun d'entre nous. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait ici, hein, c'est de vous faire réfléchir, de vous faire comprendre tous ces mécanismes pour vous aider. Moi, le spiritisme m'a énormément aidé à travailler sur moi. Quand je regarde ce que j'étais quand j'étais jeune, avant d'être spirit, c'est quand même des côtés un peu sauvages. Voilà, bon, tout le monde gagne en maturité avec le temps, mais avec le spiritisme, c'est clair que je réfléchis aujourd'hui autrement. Et même si je suis encore très, très loin d'être parfait, je comprends au moins dans quel sens il faut que j'aille, dans quel sens il faut que je travaille, que j'arrive à détecter ce qui ne va pas encore en moi, et puis que petit à petit, voilà. Donc, à partir de là, si on encourage ça, si on généralise ça, eh ben, toutes ces soumissions, encourager les personnes à réfléchir. Hein, c'est tout le contraire de ce qu'on avait dans les religions. Dans les religions, on vous dit, tu dois le croire parce que c'est écrit ou parce que le pape l'a dit ou parce que je ne sais quoi.
J'ai vu l'autre jour un témoignage d'une personne qui était chez les témoins de Jéhovah, par exemple. Les témoins de Jéhovah, clairement, décourageaient les parents, hein, à pousser leurs enfants à faire beaucoup d'études. Hein. Alors que le spiritisme, c'est l'inverse. On dit non, non, étudiez, évoluez, apprenez, travaillez. Hein, parce que si tu veux maintenir le pouvoir sur quelqu'un, ben c'est sûr, il faut chercher à l'abrutir. Le spiritisme, non, va chercher à émanciper. Émancipez-vous. Hein, c'est une démarche qui est complètement inverse. Hein, de nous pousser, nous préparer à cette autonomie. Alors le temps passe, il est déjà 9 heures, donc on va voir les deux derniers points. Quelle est la limite du travail? C'est la limite des forces. Hein. Dieu laisse l'homme libre, chacun est libre de travailler au rythme qu'il veut. Il y en a qui vont devenir workaholiques, les autres qui vont travailler jusqu'à se rendre malades. Voilà, Dieu laisse l'homme libre, même si, et c'est ce qu'on va voir dans la question suivante, hein, donc, la limite des forces, on peut parler de force physique, on peut aussi parler de force intellectuelle. Hein. Les burn-out sont pratiquement jamais causés par un surmenage physique. Hein. Le burn-out est causé par un surmenage intellectuel. Et la dernière question, donc, que penser de ceux qui abusent de leur autorité pour imposer à leurs inférieurs un excès de travail? Bon, ben, il y avait l'esclavage dans le temps. Hein. Aujourd'hui, il y a d'autres formes qu'on n'appelle plus esclavage, mais qui vont dans le même sens. Hein. Le patron qui pousse ses inférieurs ou ses subordonnés à un excès de travail. Réponse des esprits très claire, hein, c'est une des plus mauvaises actions. Tout homme qui a le pouvoir de commander est responsable de l'excès de travail qu'il impose à ses inférieurs, car il transgresse la loi de Dieu. Voyez. Alors c'est dit, comme le dirait Vincent, dans un langage du 19e siècle, mais c'est très clair. Hein. Voilà, le travail forcé, le travail des enfants, etc. C'est illégal d'après les lois humaines, mais c'est aussi contraire aux lois de la nature. D'accord? Voilà. Et donc, ils utilisent un mot qui est très clair aussi dans le spiritisme, responsable. Responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui agissent comme ça, hein, à surmener ou à imposer trop de travail, elles en subiront les conséquences. C'est elles qui sont responsables, et donc, par la loi de cause à effet, elles en subiront forcément les conséquences. Hein. La responsabilité devant les hommes, parfois, elle passe à l'as. Hein. Il y a des criminels ou des gens qui abusent ou qui exagèrent, des spéculateurs éhontés ou autres qui s'en tirent bien en tant qu'incarnés. Mais tôt ou tard, voilà, ça va peser sur leur conscience et ils vont être amenés à se rendre compte de leurs responsabilités et avoir à expier puis réparer ces excès de travail qu'ils ont commis. Expier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes peuvent se retrouver dans des situations où il y a quelqu'un qui leur impose un excès de travail. Et réparer, ben, c'est tous les torts qu'ils ont commis, les personnes qui ont été épuisées, justement, comme on l'a dit à la question précédente, hein, ou qui se sont suicidés ou autres. Eh ben, ils devront bien faire quelque chose pour réparer les torts qu'ils ont commis. Voilà. Bon, ben, on a fait le tour. Est-ce que vous avez encore des remarques ou des questions? Mais tout est une question d'équilibre. Hein. Faut au travail, hein, allez-y, retrousser les manches, travailler, mais pas trop. Hein. Voilà. Et alors, ouais, il y a quand on parlait tout à l'heure de servir la société, hein, oui, ça me fait beaucoup penser aux hommes politiques. L'homme politique idéal, c'est celui qui a de l'abnégation, c'est-à-dire il pense à l'intérêt collectif, l'intérêt général, avant de penser à son intérêt personnel. Je vois beaucoup de personnes qui sourient là. C'est pas l'image qu'on en reçoit. Ah bon? Mais c'est pour ça que moi je dis, c'est ça qu'il faut qu'on exige de ces gens-là.
Voyez? Celui qui pense déjà aux élections de, je ne sais pas, c'est quand, 2027, là, ceux qui veulent devenir calife à la place du calife, et qui commencent à faire des jeux politiques aujourd'hui qui vont contre l'intérêt de la collectivité uniquement parce que dans 3 ans, ils voudraient bien être à la place du calife, et ça, je suis désolé, des gens comme ça, dehors. Hein. Faudrait les dénoncer, les écarter, quoi. Hein. Non, on voudrait des gens qui pensent d'abord à l'intérêt collectif avant de penser à leur intérêt intellectuel, individuel. C'est là où aussi il faut trouver l'équilibre dans le travail. On dit le travail, ça sert pour servir la collectivité, mais c'est clair qu'on a aussi, on a le salaire, on peut avoir un peu de loisirs, on peut prendre des vacances, on peut s'acheter une maison, se faire plaisir de temps en temps. Il y a les deux, mais ce qui ne va pas, c'est la personne qui est centralisée sur ses intérêts personnels et qui finit par faire des choses qui sont complètement contraires à l'intérêt collectif. À l'heure actuelle, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à nourrir leur propre famille. Hein. Exactement. Exactement. Il y a plein de problèmes. Imaginez qu'il n'y a pas des gens qui souffrent à l'heure actuelle. Hein. Et le problème de ces gens qui souffrent, ce n'est pas l'élection de 2027. Hein. Donc c'est à ça que les politiciens devraient penser aujourd'hui, trouver des solutions pour ce genre de choses. Hein. Mais ils ont trouvé la solution, il faut que tout le monde devienne milliardaire. Celui qui est pas milliardaire, c'est qu'il a loupé sa vie, il n'a pas compris le sens de la société. C'est-à-dire. Oui, mais il y en a, il faut bien s'occuper d'eux. C'est ce qu'on a vu un peu plus haut. Hein. Quand il n'y a pas de travail pour tout le monde, il faut bien s'occuper des personnes qui sont là plein de bonne volonté à vouloir travailler, qui ne peuvent pas. On ne peut pas les laisser dans la misère, c'est pas possible. Mais le modèle qui nous est proposé, c'est de stigmatiser celui qui ne travaille pas, par exemple. Oui, mais ça. Qui ne travaille pas, c'est parce qu'il ne veut pas, c'est un fainéant. Et c'est de sa faute. Et voilà, on est dans une société qui valorise la personne qui possède de l'argent, un peu à l'américaine. Hein. C'est-à-dire que les dogmes américains ont été transférés en Europe. Hein. Tu caricatures un peu les choses. Hein. Je pense que c'est vrai qu'il y a encore de ça, moi, mais il y a beaucoup ça a bien changé. Hein. Je suis entouré de gens qui sont ouvriers. Je peux te dire qu'ils regardent des séries télévisées où il faut être lobotomisé pour pouvoir regarder cette série. Hein. Moi, j'ai essayé de les regarder, je n'y suis pas arrivé. Hein. Et quand je parle de lobotomie, c'est vraiment, faut avoir le cerveau vide, quoi. Il y a pas d'humour, il y a pas de structuration, il y a rien, quoi. C'est vide, totalement. Ça. Là, on illustre le niveau d'évolution de l'humanité. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et ces séries, c'est vrai qu'elles ont du succès, quoi. Mais c'est pareil, hein, Mbappé, il ne voyage pas en jet privé avec de l'argent que moi je lui donne. Hein. Moi, je ne paye pas un centime pour aller voir une place de football ou pour payer des redevances télé ou pour pouvoir visualiser des canaux qui montrent ce genre de trucs à longueur de journée. C'est pas moi qui irais encourager des choses dans ce sens. J'irais plutôt encourager des choses qui vont dans le sens pour aider ces personnes. Il vaut mieux travailler pour des associations caritatives ou des choses comme ça plutôt que d'aller enrichir voilà, hein, c'est un choix. Et ça, de plus en plus de gens vont le faire. Hein, ouais. Et ces choses-là aussi vont changer. Charles, pour beaucoup d'enfants modestes, Mbappé, c'est une idole, c'est un exemple. Alors que c'est quelqu'un qui a du talent, ça, il faut lui laisser, il faut le reconnaître. Mais ça ne justifie pas voilà, tous ces abus et tous ces trains de vie. Voilà. Jésus a aussi eu du talent, voilà, dans un autre sens. Voilà. Donc, vous voyez, tout est une question d'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Alors, pour ceux qui veulent travailler, alors je fais un peu de pub là quand même, pour ceux qui veulent travailler, se rendre utile, si jamais vous avez des heures libres, sur le site du Mouvement Spirit francophone, lmsf.org, il y a un formulaire pour les bénévoles. Donc, allez voir et puis remplissez-le. Et puis, il y a plein de travail qui se fait grâce à des personnes qui répondent à ce formulaire. Par exemple, on est en train d'imprimer un nouveau livre qui s'appelle La médiumnité, ce qu'il faut savoir, d'un auteur brésilien qui s'appelle Simonetti.
Et donc, il y a eu tout un travail de traduction et de révision qui ont été faits par des bénévoles. Vous voyez, donc ça, c'est dur, hein, ça demande du boulot. Il faut, hein, je crois que d'autres personnes relisent des livres qui ont été digitalisés. Enfin, il y a plein de choses. Et Vincent, il est sorti du. Voilà. Donc, ça manque pas, hein, même dans le milieu spirit. Voilà. Et personne n'en profite, hein, c'est tout sans but lucratif. Personne n'en profite individuellement, tout va pour la collectivité. Hein, quand vous allez, par exemple, sur l'encyclopédie Spirit, spiritisme.net, vous pouvez aller voir, hein, il y a des milliers de livres, de revues, de photos, et tout est absolument gratuit. Enfin, évidemment, mais que ce qui est libre de droit. Hein. Là, ce livre de l'auteur brésilien, on est obligé de demander l'autorisation à ceux qui ont les droits d'auteur. Hein. C'est le Centre Spirit où il avait travaillé, à qui il a donné les droits de tous ses livres. Mais il nous autorise. Hein. Et donc, on a leur autorisation, et puis le livre a été fait, traduit, on va le publier. Hein, c'est un petit livre sur la médiumnité tout petit, hein, qui fait même pas 100 pages, très facile à lire, d'un style très clair. Bon, voilà, il y en a d'autres. Hein. Il y a la saga de l'ectoplasme dans l'autre, et le 3e volume des 1000 pages est en cours de relecture. Hein, donc on aura bientôt un 3e volume. Donc il y aura tout sur l'ectoplasme. Et du travail, il y en a partout. On fait aussi un travail, par exemple, d'écoute fraternelle, des personnes justement qui ont besoin d'avoir quelqu'un à qui parler. Donc il y a un système qu'on a mis en place avec des bénévoles qui ont donné des créneaux horaires. On a eu une formation. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et tout ça, c'est du travail. Travail au service de la collectivité. Voilà. Encore une petite question, remarque? Je ne sais pas si Vincent il a pu revenir. Ah si, il est là. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, plus de remarques, on va arrêter pour aujourd'hui. Il y a le soleil qui sort, on va essayer d'en profiter un petit peu, hein. Ça aussi c'est un travail. Pour remercier les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui, pour nous faire comprendre toutes ces choses et toutes ces notions, hein, et qu'on puisse y réfléchir et même en allant à notre travail, avoir ce sentiment d'être utile à la collectivité, cette motivation qui nous permet aussi de comprendre, de réfléchir, de progresser, d'évoluer. Et tout cela, bien sûr, va nous aider à rester en syntonie avec les guides spirituels pour pouvoir toujours aller de l'avant et chaque jour travailler pour être un peu meilleur que la veille. Et préparer à chaque lendemain être un peu meilleur qu'aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Excellente journée, excellent dimanche, excellente semaine. Et c'est avec un grand plaisir qu'on se verra dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci Charles. Bon dimanche. Merci à tous. Bon dimanche. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Au revoir. Au revoir.